Avec jusqu'à 21h, Sébastien Ligné, bonsoir. Bonsoir, chef Pierre. du service politique de Valeurs Actuelles. Bonsoir à Hélène Rouet, Bonsoir, qui fait Pierre. son entrée dans la bande, journaliste au JDD. Et nous recevons Mathieu Boccoté. Bonsoir. Cher Mathieu, bonsoir. Essayiste, sociologue, auteur de Les deux continents, dans son titre Les complet. deux Occidents. Les deux Occidents, et non pas les deux continents, les deux Occidents, de la contre-révolution trumpiste à la dérive néo-soviétique de l'Europe occidentale. J'ai vu tout à l'heure, parce que nous avons ici dans le studio Lagardère des écrans de contrôle, ce qu'on appelle un bandeau sur une télévision du service public qui mettait Milei, Meloni, Trump, le populisme libéral plébiscité. C'est évidemment en réaction à la victoire aux élections de mi-mandat de Milei, qui est une victoire, selon certains journalistes, pas attendue, alors qu'en réalité, en Argentine, on l'attendait quand même d'une certaine manière. Est-ce que, j'allais dire, cette nouvelle victoire de Milei dans son mandat est un reflet de ce que vous expliquez en filigrane dans le livre, c'est-à-dire qu'on est arrivé au bout de quelque chose, au bout d'un ras-le-bol de l'establishment, et qu'on est devant peut-être une nouvelle forme de pouvoir. Bon, on est dans un moment de basculement historique, je crois. C'est-à-dire le cycle ouvert en 1989, le cycle de 1989, qui ne se contentait pas de chanter la fin du communisme totalitaire, de la chute de l'URSS, la libération des peuples prisonniers sous la domination soviétique. 89 avec le symbole de la chute du mur de Berlin, bien sûr. Et qui voit venir plutôt un monde sous le signe de l'universel mondialisé, un monde sans frontières, un monde où à la diversité des peuples, on remplaçait ça par l'interchangeabilité des populations, un monde de la dissolution du politique dans la technocratie, un monde sans guerre, comme disait Fukuyama. Un monde sans guerre, mais en fait qui multipliait les guerres au nom de la paix perpétuelle. Et par ailleurs, j'ajoute, s'il y avait aussi cette espèce d'idée qu'il y aurait pour toujours une forme de capitalisme et pour toujours une forme d'état social qu'on ne remettrait jamais en question et qui ferait jamais faillite. Or, qu'est-ce qu'on voit partout en Occident aujourd'hui? On a vu une remise en question. En fait, je dirais, depuis le début des années 90, il y a eu la montée d'une mouvance populiste. Populiste libérale, populiste identitaire, populiste conservatrice, mais qui, soit était matée violemment, soit elle ne gagnait qu'à la périphérie, mais là, l'emporte au cœur de l'empire, avec Donald Trump. Et là, de fait, il y a cette mouvance populiste réussie à percer ici et là. Milei en est un bon exemple, un populisme à tendance libertarienne. D'ailleurs, je consacre un chapitre à cette question dans le livre. Ouais. Or, en Europe occidentale, qu'est-ce qu'on voit? Une réaction de l'establishment qui dit le populisme ne passera pas ici. C'est no passaran, on refait le coup de l'antifascisme. Et cette idée qu'on va modifier les institutions, donc ce qu'ils appellent l'état de droit aujourd'hui, on va verrouiller les institutions pour empêcher les populistes de prendre le pouvoir. De quelle manière? Soit on l'a vu en Roumanie, l'annulation des élections. Soit on l'a vu en Allemagne, la volonté d'interdire un parti, quoi qu'on en pense, l'AfD. En France, la décapitation juridique de Marine Le Pen, donc la chef de l'opposition. Et plus largement, la persécution, guillemets, de tous ceux qui ne chantent pas l'époque. Persécution bancaire, des lois de plus en plus délirantes sur la liberté d'expression. Et dans le cas de Milei, ce qui est intéressant, c'est que voilà quelqu'un qui était un extravagant, selon plusieurs. Tout le monde, on l'a vu arriver, on s'est dit qui est cet extravagant de la Pampa. Or, dans les faits, ce qu'on voit, c'est que c'est l'émergence de nouvelles classes politiques aussi. La classe technocratique, la classe techno-bureaucratique, l'extrême centre occidental, des gens qui parlent toujours avec le même langage à mi-donné, cette classe politique a fait faillite un peu partout. Et dès lors, il y a la nécessité de nouvelles élites qui arrivent. C'est l'histoire de Pareto, de Mosca, tous ceux qui ont théorisé une élite meurt, une autre élite arrive. Et je crois que Milei, quoi qu'on en pense, représente aujourd'hui ces nouvelles élites, comme on en voit à Washington, comme on en voit ailleurs dans le monde. Mais est-ce que vous êtes dans la lignée de Julian Odampoli qui a écrit L'heure des prédateurs, où il dénonce aussi cette forme d'establishment, notamment aussi ces réunionites, c'est ça qui m'a marqué dans le livre, réunionites aiguës au sein des Nations Unies, où on se rend compte que le monde entier est réuni et qu'en fait il ne se passe rien. Oui, ça, on appelle ça la technostructure. C'est-à-dire des gens qui font des réunions pour programmer des réunions en fonction de la précédente réunion et de la réunion qui suivra. Mais comme il y a toutes les télés du monde qui la relayent, du coup, on a l'impression qu'il se passe quelque chose. Oui, alors qu'en fait, il se passe rien. Non, je suis absolument d'accord, mais je crois qu'on voit les limites, effectivement, de la technostructure dans toutes nos sociétés. Prenez le débat en France sur le budget, qui est fascinant. Nous sommes dans un environnement où on voit que ça ne fonctionne plus. Il faut toujours plus de taxes, toujours plus d'impôts pour financer un modèle qui fonctionne de moins en moins. On réhabilite, sous le signe de l'extrême centre, souvent, une logique qui est celle de l'économie collectiviste, une forme de socialisme qui ne dit pas son nom. Et devant cela, celui qui a quelques réserves devant ce collectivisme
nouveau en quelque sorte, parce qu'on croyait que c'était mort avec 1989. On les présente comme des sans-cœurs absolus, de quasi-monstres. Le mot libertarien qui revient à l'avant-scène, on ne sait pas exactement qu'en faire, mais on a l'impression que c'est quelque chose entre le psychopathe et le prédateur. Or, le fait est que la nécessité d'une remise en question de la caste technocratique, d'un État qui vampirise les populations, d'un État d'ingénieurs sociaux qui a transformé nos sociétés en laboratoire et qui, plus encore, ce laboratoire nous conduit à une forme de situation de chaos permanent. Je crois que de nouvelles élites émergent devant cela. Ce qui est terrible, c'est que libertarien, c'est un mot effectivement qui interroge et qui peut être interprété mal par certaines personnes, même le mot populiste, alors que ça reflète quand même la volonté du peuple et extrêmement malicieusement détourné. Mais vous savez, moi je dis le populisme, c'est la manière dont on nomme le comportement du peuple lorsqu'il ne vote pas comme on lui dit de voter. C'est ça. Donc le peuple vote mal, populiste. Et le peuple vote bien, progrès. A raison de décrire populicide, puisque justement on respecte absolument pas le peuple. Hélène Rouet, voulez-vous poser une question ? Alors, Monsieur Bock-Côté, est-ce que vous n'avez pas le sentiment quand même d'un changement en Europe ? On le voit en Italie, en Croatie, en Slovaquie, l'union des droites a gagné. En Hongrie, effectivement, c'est le camp conservateur qui est au pouvoir. Au Portugal, on voit la grande montée du parti Chega. Gert Wilders, aux Pays-Bas, on l'appelle même le Donald Trump hollandais. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les choses changent quand même en Europe ? Bien évidemment qu'il y a une percée des populistes en Europe. Et tout le monde voit qu'il y a des mouvements nationaux, identitaires, populistes, conservateurs. Or, c'est justement dans ce contexte qu'on assiste à un verrouillage comme jamais des institutions européennes. C'est parce qu'il y a une forme de désaveu populaire qui se traduit par les victoires que vous évoquez qu'on a pu voir. Moi, ça m'a traumatisé. Franchement, l'épisode roumain. Vous avez une élection, le résultat ne vous plaît pas, qu'est-ce que vous faites? Vous annulez l'élection. C'est absolument fascinant. En Allemagne, la volonté d'interdire... On a eu un traité constitutionnel en France en 2005. En 2005, c'est un acte inaugural à bien des égards. Pardonnez-moi, mais c'est pareil, plouf, on recommence. Ah ben oui, exactement. Mais, en France, je pense le traitement, le front républicain qui était reconduit en 2024, plus largement regardé avec l'Union européenne qui multiplie les propositions de sanctions pour les pays qui s'éloigneraient de l'agenda diversitaire. Plus largement regardé en Grande-Bretagne. Aujourd'hui, vous faites un tweet, vous avez fait peut-être un tweet il y a 2 ans où vous doutez des bienfaits de la diversité heureuse. Eh bien, le matin, on peut cogner à votre porte. Toc, toc, toc. Madame Rouet, oui, vous avez fait ce tweet où vous doutez de la diversité heureuse. Est-ce que vous pourriez vous expliquer? Autrement dit, il n'y a rien de pire. Hein, ça, c'est Kundera qui nous l'apprenait. Quand la police cogne chez vous à 6 heures du matin, ça veut dire quelque chose. Et le fait est que ça existe en Grande-Bretagne aujourd'hui. Donc, évidemment que les mouvements populistes émergent tels que vous les présentez. Il y a quelque chose qui change en Europe. Et c'est pour cela que je considère qu'il y a une parenté intellectuelle ou psychologique entre les élites d'aujourd'hui et celles de la RDA en 89. Oui. Éric Honecker, je résume en un mot, Éric Honecker, qui était le directeur, le secrétaire général du Parti communiste d'Allemagne de l'Est à ce moment-là, refuse, lui, il est contre toute ouverture de la moindre brèche dans le mur de Berlin, parce qu'il dit s'il y a la moindre brèche, eh bien, nous allons tomber, nous allons céder. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, une partie des élites, les Kaiser von der Leyen, comme je l'appelle, a la leçon d'Honecker en tête. Il dit la moindre brèche pourrait nous faire tomber, nous devons mater ces insurgés. La Kaiserine, vous citez Kundera, on peut citer aussi l'excellent livre du Polonais Tadeusz Konwicki qui a écrit La Petite Apocalypse en 1975 et qu'il faut absolument lire, qui est traduit en français et qui raconte justement l'histoire d'un type qui est fliqué par la police secrète toute la vie, toute la chose. C'était le quotidien des Polonais dans les années 70, par la police secrète, et qui finit par s'immoler par le feu par acte de résistance. Et évidemment, ça fait référence à Jan Palach en 68. Sébastien Ligné. Oui, j'aimerais quand même faire peut-être un petit distinguo entre nos politiques européens dans leur majorité et Donald Trump ou Javier Milei, parce que fondamentalement, nos politiques européens, ce sont des costumes gris, ce sont des bureaucrates financiers, ce sont des administrateurs. Les petits hommes gris de Pascal Praud. Les petits hommes gris, exactement. Ils parlent chiffres, ils parlent débat budgétaire, pourcentage, taux de croissance. En fait, la grande différence, selon moi, c'est que nos politiques européens n'assument pas le combat culturel. La grande différence, la révolution Trump, c'est qu'il a assumé au plus haut sommet de l'État américain de mener un combat culturel. Il a imposé un langage, il a imposé un projet civilisationnel, il assume de combattre le wokisme. Et il a remanié l'administration. Il assume de remanier l'administration de fond en comble. Il assume de lutter contre l'hégémonie culturelle, médiatique ou universitaire. Je ne sais pas. Alors peut-être que vous allez pouvoir me répondre, mais c'est peut-être mon côté pessimiste originel. Je ne sais pas si on a cet homme providentiel, on va dire, qui soit capable en France de renverser la table. En France ou en Europe,
Là, il faut y Vraiment. aller pays par pays. Alors, Et qui dit vraiment maintenant, on renverse la table totalement. Il faut distinguer Bock-Côté. l'homme providentiel, j'en sais rien. Ce que je note, vous notez avec Milei comme avec Trump, quoi qu'on en pense encore du contenu de leur proposition, on est devant des personnalités charismatiques qui font éclater les codes de la légitimité purement technocratique. C'est-à-dire, quelle est la vertu d'un homme politique aujourd'hui en Europe? C'est qu'il soit interchangeable avec un autre. C'est une forme de technocrate promu au premier rang pour être le porte-parole de la technocratie. Là, on est devant autre chose. Et Vous direz ça du président français? je pense qu'il y avait une singularité chez lui, mais aujourd'hui, je dirais ça des macronistes. Le président français, c'est peut-être autre chose, mais les macronistes, c'est quand même quelque chose de singulier. La plupart d'entre eux. Et je note une chose, et c'est pour ça que je reviens à la sociologie des élites. Pareto, Mosca, Burnham, au début du 20e siècle, ceux qu'on appelle les machiavéliens. Il arrive un temps où une élite n'est plus capable de porter des grandes réformes, elle n'est plus capable de prendre des décisions existentielles ou historiques. Tout ce qu'elle sait faire, c'est défendre ses postes. Tout ce qu'elle sait faire, c'est défendre ses intérêts. C'est la calcification d'une élite. Alors, l'élite nouvelle qui émerge, de quoi est-elle composée? Elle est composée à la fois d'éléments qui avaient été refoulés dans les marges de la société, les parias, les infréquentables, ceux qu'on avait posés sur la marque de l'extrême, mais aussi d'une frange de l'élite déjà installée qui dit ça ne va plus, ça ne fonctionne plus, qui fait sécession avec la société dominante, qui fait alliance avec les parias de la veille et qui se disent ensemble, on va chercher à bousculer l'ordre politique. Dans un tel moment, c'est ce qu'on appelle un choc des légitimités. Il se peut que dans un tel contexte, l'homme providentiel que vous espérez apparaisse d'une manière ou de l'autre, mais vous savez, Donald Trump, puis encore une fois, je l'idéalise pas du tout. Moi, je suis le voisin des États-Unis, voisin de Donald Trump, les Québécois, c'est pas du tout... Être voisin des Américains n'est pas quelque chose d'agréable. C'est comme pour un Lituanien, être voisin des Russes, c'est rarement une bonne nouvelle. Mais vous reconnaissez qu'il faut une personnalité hors du commun. Bien sûr, bien sûr. Il faut toujours des personnalités. Le général de Gaulle est une personnalité hors du commun. Par exemple, Mitterrand, pour qui j'ai pas de sympathie exceptionnelle, était un homme du commun, hors du commun. Aujourd'hui, il y a une homogénéisation de la classe politique européenne. L'extrême centre, c'est la production en série de petits hommes gris. Vous noterez que de l'autre côté, à gauche, ils ont leur leader. Extravagant, on peut en penser ce qu'on veut, mais Mélenchon est un leader politique charismatique. Et dangereux. Je dis pas le contraire. Mais vous me permettrez cette remarque, Pierre. On parle toujours de Mélenchon danger, LFI danger. Or, l'état catastrophique de nos sociétés aujourd'hui, c'est pas Mélenchon qui était au pouvoir. C'est l'extrême centre, c'est la convergence des raisonnables, c'est la convergence des centristes qui apparemment se présentaient comme des gens compétents, qui ont accouché d'une société qui est en perte d'identité, perte de frontières, perte d'à peu près tout. Ce sont eux qui ont mis nos sociétés dans un terrible état, et pas Mélenchon et sa bande. Merci beaucoup Mathieu Bock-Côté. Les deux Occidents, c'est aux presses de la Cité. En tout cas, on est d'accord sur les cycles. Moi, je crois beaucoup aux cycles et je pense vraiment, même si ça perturbe le quotidien des Français, qui sont aussi, et vous le dites dans le livre, comme des zombies lobotomisés aux diverses séries Netflix, à leur téléphone portable, parce qu'on les empêche de penser. C'est difficile de voir la fin d'un cycle de l'histoire. Je pense qu'on est là. Et je le crois aussi. Merci beaucoup Mathieu Bock-Côté. Dans un instant, la suite des débats avec Hélène Rouet et Sébastien Aligné. Je vous signale aussi que tous les jours de 7h à 9h, vous retrouvez toute l'équipe d'Europe 1 Matin. Dimitri, Anissa, Olivier, Sonia, Vincent et les autres, bien sûr, Europe 1 Matin, 7h, 9h, pour votre plaisir sur Europe 1, la radio libre. À tout de suite sur Europe 1.